Le frein impossible. Un porte-conteneur de plus de 300 mètres avance à pleine puissance au milieu de l'océan Pacifique. Les hélices tournent avec une force démesurée, entraînée par un moteur capable d'alimenter une ville entière. Tout semble sous contrôle jusqu'à ce que le radar détecte un obstacle imprévu. Le capitaine donne un ordre qui résonne sur toute la passerelle, crash stop. Mais il y a un problème, les navires n'ont pas de frein. Sur Terre, une voiture peut s'arrêter en quelques mètres. Même un train, malgré des centaines de tonnes, peut freiner grâce à la friction. En revanche, un navire de cette taille a besoin de plusieurs kilomètres pour s'immobiliser complètement. Sa masse est immense et l'eau offre peu de résistance. Tenter de freiner net reviendrait à demander à une montagne de s'arrêter au milieu d'une avalanche. En navigation normale, le capitaine et son équipage planifient vitesse et route longtemps à l'avance. Ils réduisent progressivement le régime du moteur principal pour ralentir peu à peu. Mais si un autre navire surgit soudain ou un obstacle inattendu, aucun frein ne peut sauver la situation. Il ne reste que des manœuvres d'urgence, comme le rudder cycling, une technique qui consiste à braquer le gouvernail de façon répétée pour augmenter la résistance de l'eau et réduire la vitesse. Cependant, lorsque cela ne suffit pas, il ne reste qu'un recours extrême. Le célèbre crash stop, l'équivalent maritime d'un freinage à fond. Le terme remonte à l'époque des navires à vapeur, lorsque des roues latérales assuraient la propulsion. À cette époque, effectuer un crash stop signifiait inverser le sens de rotation de la roue pour pousser l'eau vers l'avant au lieu de l'arrière. C'était une manœuvre dangereuse mais efficace. Ce qui est frappant, c'est que cela ne se limitait pas à actionner un levier. Pour y parvenir, les ingénieurs devaient arrêter complètement la machine à vapeur et la relancer en sens inverse. Tout cela pendant que des tonnes de pression et de vapeur rugissaient à l'intérieur des cylindres. Le principe était simple sur le papier, mais terrifiant en pratique. Dans un moteur à vapeur, l'eau devient une vapeur à haute pression qui fait monter et descendre un piston. Ce mouvement linéaire est transformé en rotation par un système de bielle et de vilebrequin. Lorsque le flux de vapeur est redirigé, le mouvement s'inverse et le navire génère une poussée vers l'avant ou vers l'arrière selon le besoin. Cette marche arrière ne servait pas seulement au freinage d'urgence, elle permettait aussi de manœuvrer lors des accostages et des départs de port. C'était l'une des premières de formes de contrôle bidirectionnel de la puissance dans l'histoire navale. Avec le temps, les anciens navires à roues laissèrent place aux navires modernes à hélice. Pourtant, le principe du crash stop demeura. En inversant le sens de rotation de l'hélice, le flux d'eau change et génère une poussée opposée. En théorie, cela devrait suffire pour arrêter le navire, mais en pratique, la réalité est bien plus complexe. À mesure que les navires grandissaient, le moteur et la passerelle se retrouvèrent séparés par des distances immenses. Il devenait impossible pour le capitaine de donner des ordres directs aux ingénieurs. Pour résoudre ce problème, une invention révolutionnaire vit le jour, l'Engine Order Telegraph, un système de communication reliant la passerelle à la salle des machines. Il s'agissait d'un disque métallique muni d'une aiguille mobile et de plusieurs positions, comme avant toute, demi-puissance ou arrière toute. Lorsque le capitaine déplaçait le levier, le même mouvement apparaissait sur un cadran identique dans la salle des machines, accompagné d'une sonnerie. L'ingénieur devait alors confirmer l'ordre en plaçant son propre levier sur la même position. En situation normale, cela suffisait. Mais si le capitaine ordonnait un crash stop, il devait placer le levier sur arrière toutes 3 fois de suite. La sonnerie durait plus longtemps et signalait clairement qu'il s'agissait d'une urgence. À cet instant, une course contre la montre commençait. Le moteur devait être arrêté, partiellement refroidi puis relancé en sens inverse, sans détruire ses composants. Une seule erreur pouvait faire s'effondrer l'ensemble du système de propulsion. Le crash stop était une manœuvre de précision et de nerfs d'acier. Sur les navires à vapeur, la marge d'erreur était infime. Sur les navires modernes, la puissance et la taille ont tellement augmenté que s'arrêter net est devenu presque un exploit. Malgré cela, les réglementations internationales obligent tous les navires à prouver qu'ils peuvent effectuer un crash stop lors des essais en mer. Cela fait partie des normes de manœuvrabilité de l'Organisation maritime internationale. Mais cela ne signifie pas que le navire s'arrête en quelques secondes. Même dans les meilleurs cas, un cargo doit parcourir plus de 15 fois sa propre longueur avant de s'immobiliser. Pour un navire de 300 mètres, cela représente près de 5 km. Un freinage de plus de 4 minutes durant lequel l'inertie lutte contre l'ingénierie. C'est pourquoi en mer, le véritable secret n'est pas de freiner à temps.
Il consiste à anticiper les dangers avant qu'ils n'apparaissent. Car lorsqu'un colosse de 100 000 tonnes avance à pleine puissance, l'océan ne pardonne aucune erreur. Les premiers crash stops. Dans les premières années de la navigation à vapeur, arrêter un navire n'était ni une affaire de secondes, ni de boutons. C'était une chorégraphie de vapeur, d'acier et d'hommes capables de reconnaître chaque son de la machine. Lorsque le capitaine criait arrière toute, un balai mécanique s'enclenchait dans la salle des machines et pouvait décider du sort du navire. Les moteurs à vapeur fonctionnaient grâce à l'expansion de la vapeur à haute pression dans d'immenses cylindres. Cette vapeur poussait des pistons reliés à des bielles qui faisaient tourner l'arbre de l'hélice. Pour arrêter le navire, les ingénieurs devaient fermer les vannes d'admission et purger la vapeur avant de relancer le moteur en sens inverse. Tout cela pendant que des tonnes de métal vibraient et que la coque entière tremblait sous la force de l'océan. Sur les navires les plus avancés, on utilisait 3 moteurs. Les 2 latéraux étaient de type alternatif, avec piston et vilebrequin. Mais le moteur central était une turbine à vapeur, bien plus puissante, conçue pour tourner à grande vitesse dans un seul sens. C'était là le problème. Les turbines, contrairement aux moteurs à piston, ne pouvaient pas être inversées. Une turbine à vapeur fonctionne en canalisant la vapeur à travers une série d'aubes prévues pour un flux unique. Si l'on tente d'inverser la rotation, la vapeur frappe les aubes du mauvais côté. Au lieu de produire une poussée, cela crée un chaos de vibrations et de chaleur. La solution fut ingénieuse. Les ingénieurs commencèrent à installer des turbines réversibles, plus petites, montées sur le même arbre que l'hélice. En temps normal, elles restaient inactives. Mais lorsque le capitaine ordonnait arrière, le flux de vapeur était redirigé vers ces turbines auxiliaires qui faisaient tourner l'arbre en sens opposé. Cependant, ces turbines secondaires étaient moins puissantes. Ainsi, arrière toute n'équivalait jamais réellement à la même puissance qu'avant toute. Les manuels de l'époque le savaient, un navire pouvait s'arrêter. Oui, mais jamais aussi vite que sa puissance ne le laissait penser. Cette limite physique marqua toute une époque de la navigation. Les manœuvres d'urgence dépendaient autant de la vapeur que de l'instinct humain. Il n'y avait ni ordinateur, ni capteur, ni automatisation. Tout reposait sur l'ouïe et le sang-froid des ingénieurs, enfermés dans le bruit, la chaleur et le danger. Avec le temps, la vapeur céda sa place au moteur diesel. L'industrie l'adopta pour son rendement, son entretien réduit et sa consommation plus faible. Mais ce changement apporta de nouveaux défis au monde du crash stop. Dans les moteurs diesel, surtout les plus grands, le fonctionnement est totalement différent. Ces géants ne reposent pas sur un flux continu de vapeur, mais sur des explosions contrôlées de carburant dans d'énormes cylindres. L'air comprimé et le carburant se combinent pour pousser les pistons et le mouvement est transmis directement à l'hélice. Le problème est qu'une hélice ne peut pas tourner en sens inverse tant que le moteur fonctionne. Pour cela, le moteur doit être arrêté complètement, puis redémarrer dans l'autre sens. Exactement comme les anciens moteurs à vapeur, mais avec une complication supplémentaire, le temps. Démarrer un moteur marin de grande taille n'a rien à voir avec celui d'une voiture. Chaque piston peut dépasser 1 mètre de diamètre et peser plusieurs tonnes. Pour lancer la rotation initiale, de l'air comprimé à haute pression est injecté dans les cylindres jusqu'à ce que le moteur acquiert assez d'inertie pour continuer seul. Inverser ce processus sous pression, alors que le navire avance encore à pleine vitesse, relève d'une précision presque impossible. De plus, de nombreux moteurs diesel de forte puissance sont directement couplés à l'arbre de l'hélice, sans boîte de vitesse. On parle alors de propulsion à arbre direct. C'est plus efficace, car cela évite les pertes mécaniques. Mais cela signifie que le sens de rotation de l'arbre dépend entièrement du moteur. Si le moteur tourne vers l'avant, l'hélice aussi. Si le moteur s'arrête, le navire continue d'avancer par pure inertie. En revanche, les navires équipés de moteurs plus petits utilisent une boîte de réduction avec marche arrière, comme une transmission automobile. Dans ces cas, l'hélice peut inverser son sens sans arrêter le moteur. Mais sur les colosses océaniques, cette option n'existe pas. C'est pourquoi, lorsque le capitaine ordonne un crash stop, les ingénieurs doivent couper l'injection de carburant. Ils laissent le moteur s'arrêter, puis le redémarrent en sens inverse. Tout cela pendant que le navire glisse encore à plus de 20 nœuds et que le temps joue contre eux. Si tout se déroule correctement, l'hélice commence à pousser l'eau vers l'avant. Une force opposée au mouvement se crée. Mais même alors, le freinage n'est pas immédiat. La résistance de l'eau ne fait que réduire progressivement la vitesse du navire, qui conserve encore des millions de kilos d'énergie cinétique.
Chaque crash stop réussi est une victoire sur la physique. Et chaque seconde perdue rappelle qu'en mer, il n'y a pas de seconde chance. Le problème de la poussée inverse. Même si le capitaine donne l'ordre arrière toute, cela ne signifie pas que le navire va s'arrêter rapidement. La raison se trouve dans les hélices. Elles sont une merveille de l'ingénierie moderne, mais aussi l'une de ses plus grandes limites lorsqu'il s'agit de freiner. Une hélice de navire est conçue pour repousser l'eau vers l'arrière de la manière la plus efficace possible. Elle crée un flux continu qui propulse le bâtiment vers l'avant. Chaque pale possède une courbure précise, comparable à celle d'une aile d'avion. Mais cette forme ne fonctionne correctement que lorsqu'elle tourne dans le bon sens. Lorsque la rotation de l'arbre est inversée, l'hélice tente de mordre l'eau par le mauvais côté. La poussée devient faible et très turbulente. Le bord qui coupait l'eau avec finesse agit alors avec maladresse. Cela génère des vibrations, une perte d'efficacité et un bruit assourdissant qui secoue toute la coque. C'est pour cette raison que la poussée en marche arrière est souvent 40 à 50% plus faible que la poussée normale. Et si le navire conserve déjà une vitesse élevée, cette force suffit à peine à contrer l'inertie de centaines de milliers de tonnes en mouvement. Les ingénieurs le savent bien, dans de nombreux cas, tenter de freiner uniquement avec le moteur peut mettre la machine en danger. C'est pourquoi les capitaines combinent la poussée inverse avec des manœuvres de gouvernail. Le navire décrit alors des trajectoires en forme de S ou de zigzag afin d'augmenter la résistance de la coque. C'est une solution désespérée, mais elle peut faire la différence entre une alerte et une catastrophe. Malgré tout, arrêter un porte-conteneur de 300 mètres n'est pas un acte volontaire. C'est une lutte directe contre la physique. Même les navires les plus modernes mettent plusieurs minutes pour passer de 20 nœuds à 0. Pendant ce temps, le gouvernail réagit à peine. Les vagues frappent l'étrave et l'eau que l'hélice pousse vers l'avant se mêle à celle qui continue de s'écouler vers l'arrière. Sous la surface, un chaos hydraulique se forme. Pour qu'un navire soit approuvé par les autorités maritimes internationales, il doit prouver qu'il peut effectuer un crash stop lors de ses essais en mer. Cette manœuvre est encadrée par l'Organisation maritime internationale. Elle est définie par une norme connue sous le nom de résolution MSC 137-76. Lors de ces essais, le navire avance à sa vitesse maximale. Puis le capitaine donne l'ordre « arrière toute ». Des capteurs mesurent la distance parcourue jusqu'à l'arrêt complet. Pour être certifié, le bâtiment ne doit pas dépasser 15 longueurs de coque. Sur un cargo moyen, cela représente environ 4 à 5 km. Dans des cas particuliers, certaines administrations acceptent jusqu'à 20 longueurs, mais jamais davantage. Même si cela paraît excessif, cette distance est considérée comme un succès en termes navals. Elle signifie que le navire a pu s'arrêter sans perdre le contrôle et sans endommager son moteur. Sur la terre ferme, un tel freinage équivaudrait à parcourir toute une autoroute avant de s'immobiliser. Les données de ces essais restent confidentielles. Mais en règle générale, un navire de charge met entre 6 et 8 minutes pour s'arrêter depuis sa vitesse maximale. En situation d'urgence, ce délai est une éternité. C'est pour cela que, dans l'ingénierie navale moderne, la notion de freinage ne se mesure pas en mètres. Elle se mesure en planification, en résistance et en contrôle de la puissance. Malgré toutes ces limites, les ingénieurs ne se sont pas résignés. La faiblesse de la poussée inverse des hélices les a poussés à concevoir un système entièrement nouveau. Il s'appelle l'hélice à pas variable, connu sous le nom de Controllable Pitch Propeller. Cette invention a profondément transformé la navigation. Au lieu d'inverser le sens de rotation de l'hélice, les ingénieurs ont conçu un mécanisme qui modifie l'angle des pales. Ainsi, l'hélice peut générer une poussée vers l'avant ou vers l'arrière sans changer son sens de rotation. Chaque pale est montée sur un axe à l'intérieur du moyeu central. Un système hydraulique ajuste son inclinaison. Lorsque le capitaine ordonne de réduire la vitesse ou de reculer, l'angle change et le flux d'eau s'inverse presque instantanément. Le résultat est une manœuvre douce, rapide et bien plus sûre. Le moteur continue de tourner de manière stable sans être arrêté ni redémarré. Pour les ingénieurs navals, c'était comme inventer le frein automatique de l'océan. Cependant, même avec cette technologie, l'arrêt total reste un processus long. L'eau n'offrira jamais une résistance suffisante pour immobiliser instantanément une masse aussi grande. Ce que permet réellement l'hélice à pas variable, c'est de réduire le risque de collision. Elle améliore aussi le contrôle lors des manœuvres portuaires, où chaque seconde compte. Malgré cela, la majorité des cargos dans le monde n'utilisent pas ce type d'hélice.
Ils préfèrent les hélices traditionnelles à pas fixe. Elles sont moins coûteuses, plus robustes et plus efficaces pour les longues traversées à vitesse constante. C'est pour cette raison que, sur toutes les mers du monde, des milliers de capitaines savent qu'en cas de crash stop, ils ne dépendront pas uniquement de la technologie. Ils dépendront aussi de leur expérience, de leur sang-froid et de leur capacité de calcul. La bataille finale contre l'inertie. Aujourd'hui, les navires les plus modernes sont équipés de systèmes de contrôle que les ingénieurs du siècle dernier n'auraient pu qu'imaginer. Des ordinateurs calculent la pression de l'eau en temps réel. Des capteurs ajustent instantanément la puissance du moteur. Des hélices à pas variables sont commandées hydrauliquement depuis la passerelle. Et pourtant, malgré toute cette technologie, la physique reste souveraine. L'eau est dense, mais jamais assez. Même lorsque le navire met sa propulsion en marche arrière, l'océan offre très peu de résistance. La masse du bâtiment continue d'avancer, portée par une énergie équivalente à des centaines de millions de joules. C'est la raison profonde pour laquelle un navire ne peut pas s'arrêter net. Lorsque le capitaine ordonne un crash stop, tout l'équipage se synchronise. Le moteur change de régime. L'hélice commence à tourner en sens inverse. Les vannes grondent et le gouvernail cherche sa position idéale. La coque entière vibre comme si le navire était vivant, défiant l'inertie. Parfois, l'arrêt survient plus tôt que prévu. D'autres fois, la distance s'allonge. Et l'océan rappelle qu'il a toujours le dernier mot. Les ingénieurs ont appris à travailler avec cette limite. Sur les grands cargos et les pétroliers, la clé réside dans l'anticipation, avec plusieurs minutes d'avance. Les routes sont tracées avec une précision extrême. Les systèmes de navigation signalent tout danger bien avant qu'ils ne deviennent critiques. En haute mer, s'arrêter n'est pas une option. Les nouvelles générations de moteurs cherchent à changer les règles. Les systèmes hybrides électriques permettent d'inverser la poussée sans redémarrer le moteur. Les propulseurs azimutaux, utilisés sur les remorqueurs et les navires de soutien, peuvent pivoter sur leur propre axe. Ils offrent une poussée dans n'importe quelle direction avec une précision remarquable. Mais ces technologies restent coûteuses, complexes et rares sur les géants du transport maritime. L'équilibre entre efficacité et sécurité demeure un défi permanent. Une hélice à pas fixe couplée à un moteur diesel lent reste la solution la plus économique et la plus robuste pour traverser les océans. Tant que cette formule dominera, le crash stop restera une manœuvre faite de calcul, de sang-froid et de respect pour la physique. Lors des essais en mer, chaque nouveau navire doit prouver sa capacité à s'arrêter. Qu'il s'agisse d'un porte-conteneur, d'un paquebot ou d'un pétrolier. Dans ces tests, le capitaine pousse le navire à sa limite. L'ingénieur retient son souffle. Et la mer devient juge. Si tout se passe bien, le navire s'arrête dans les marges exigées. Sinon, le design doit être revu jusqu'à ce que le colosse obéisse aux lois de l'océan. Mais en dehors des essais, dans le monde réel, les capitaines savent qu'un crash stop n'est pas un tour de force. C'est le dernier recours, une manœuvre utilisée lorsqu'il n'existe plus d'alternative, quand une collision est imminente ou lorsque le chaos s'impose. Arrêter un navire n'est pas une question de frein, c'est une question de temps, de masse et d'énergie. Et même si la technologie progresse, la mer rappelle toujours qu'il existe des choses que l'on ne peut pas arrêter par une simple commande. Le crash stop incarne cette lutte permanente entre la volonté humaine et les forces naturelles. C'est le cri du capitaine face au destin, la réponse de l'ingénierie face à l'inertie, un rappel que, même lorsque nous dominons les mers, nous restons des invités dans un monde qui ne s'arrête jamais.